C'est lors de la 17e réunion de l'honorable société d'Ananias que nous eûmes la plus grande peur de notre vie, et, par voie de conséquence, élûmes Gilbert Hayes aux fonctions de président à perpétuité. La société ne compte qu'un petit nombre de membres. Avant l'élection de Hayes, nous n'étions que 4, John Sebastian, Simon Murphy, Maurice Levin et moi-même. Le premier dimanche de chaque mois, nous déjeunions ensemble et justifions, à l'occasion de ces rencontres mensuelles, le titre de société en jouant l'addition du déjeuner sur nos qualités de bons ou de mauvais menteurs. Il s'agissait d'un processus fort compliqué, qui obéissait à des règles parlementaires bien définies. À chaque réunion, à tour de rôle, un des membres devait raconter une histoire, et cette histoire devait satisfaire à 2 conditions. Elle devait être un mensonge énorme, compliqué, abracadabrant, et en même temps, il fallait qu'elle ait toutes les apparences de la vérité. Les membres étaient autorisés, et ils ne s'en privaient pas, à contester tout ou partie du récit en posant des questions ou en exigeant des explications. Haro sur le narrateur qui ne répondait pas à toutes les questions sur le champ, ou qui, en répondant, avait le malheur de se contredire. Il n'avait plus qu'à payer l'addition. Financièrement parlant, il s'agissait là d'une perte négligeable, mais le déshonneur était considérable. Et c'est alors qu'eut lieu cette 17e réunion qui vit l'élection de Gilbert Hayes au poste de président à perpétuité. Hayes était l'un des spectateurs qui, sans être membre de notre société, assistait de temps à autre à nos réunions pour écouter l'un ou l'autre d'entre nous fabuler entre la poire et le fromage. Il payait sa propre addition et il lui était, bien entendu, défendu d'intervenir. Mais cette fois, il se trouvait être le seul qui fut présent en dehors des membres à part entière. Nous avions fini de déjeuner, j'avais été élu président de séance, et on avait donné lecture de l'ordre du jour lorsque Hayes se pencha en avant et dit d'une voix calme « J'aimerais tenter ma chance aujourd'hui, messieurs. » Je fronçai les sourcils. « Aux yeux de la société, vous n'existez pas, monsieur Hayes. Il ne vous est pas possible de prendre part à ces activités. »« Dans ce cas, laissez-moi seulement faire une déclaration, dit-il. Le système solaire cessera d'exister à exactement 2h, 17 minutes et 30 secondes cet après-midi. » Sa déclaration fit l'effet d'une bombe. Je jetai un coup d'œil à la pendule électrique qui était posée sur le récepteur de télévision. Elle marquait 1h14. Je dis d'une voix hésitante « Si vous êtes en mesure d'étayer cette affirmation des plus extraordinaires, c'est avec grand intérêt que nous vous écouterons. En principe, M. Levin doit parler aujourd'hui, mais s'il accepte de vous céder son tour, et si les autres membres de la société sont d'accord... » Levin sourit et hocha la tête en signe d'assentiment, et les autres firent de même. Je donnai un coup de maillet sur la table. « Monsieur Hayes a la parole. » Hayes alluma un cigare et le regarda d'un air pensif. « Je n'ai guère plus d'1 heure devant moi, messieurs, mais je vais commencer par le commencement, qui nous reporte environ 15 ans en arrière. À l'époque, et bien que j'ai donné ma démission depuis, j'étais astrophysicien et je travaillais à l'observatoire Yerkes. Encore jeune, mais plein d'avenir, j'étais sur le point de trouver la solution de l'une des plus vieilles énigmes de l'astrophysique, l'origine des rayons cosmiques, et je ne manquais pas d'ambition. » Il fit une pause et poursuivit en changeant de ton. « Vous savez, il est curieux que malgré les progrès considérables que nous avons fait faire à la science au cours des 2 derniers siècles, nous n'ayons percé le mystère de leur origine, ni celui, tout aussi étrange, de l'explosion des étoiles. Ce sont les 2 éternelles énigmes, et nous ne sommes guère plus avancés aujourd'hui sur la voie de leur solution que nous ne l'étions au temps d'Einstein, d'Eddington ou de Millikan. Toutefois, comme je le disais, je pensais tenir la solution au problème des rayons cosmiques, et je me mis en devoir de vérifier le bien fondé de mes hypothèses par une observation scientifique du phénomène. Pour cela, il me fallait faire un tour dans l'espace. Ce n'était pas si facile que cela, cependant. Nous étions en 2129, voyez-vous, au lendemain de la dernière guerre, et la situation financière de l'observatoire laissait à désirer. Mais n'étions-nous pas tous dans le même cas? Je me débrouillais comme je pus. Je louai un vieux modèle 07 d'occasion, y empilai mes instruments et partis seul. Il me fallut, de surcroît, quitter clandestinement le port sans laisser passer, car je voulais éviter toutes les tracasseries administratives que l'armée d'occupation n'aurait pas manqué de me causer. C'était illégal, mais je voulais obtenir mes renseignements coûte que coûte. Je mis donc le cap à angle droit sur l'écliptique, approximativement dans la direction du pôle céleste sud, et laissai sol à 1 milliard de kilomètres derrière moi. Le voyage que je fis et les renseignements scientifiques que je recueillis n'ont guère d'intérêt. Je ne fis jamais de rapport ni sur l'un ni sur l'autre. C'est la planète que je trouvais qui constitue la matière de mon récit. À ces mots, Murphy haussa ses sourcils broussailleux et maugréa. « Monsieur le Président, j'aimerais avertir Monsieur Hayes
qu'aucun membre ne s'en est jamais tiré avec une histoire de planète imaginaire. Ace eut un sourire sinistre. Je tenterai néanmoins ma chance. Si vous le permettez, je reprendrai le fil de mon récit. Je repérai la planète en question le 18e jour de mon voyage. Elle avait l'apparence d'un minuscule disque orange de la taille d'un petit pois. Naturellement, le fait de trouver une planète dans cette région n'est pas une mince découverte. Je mis le cap dessus et découvris aussitôt que cette planète n'avait pas, et de loin, fini de m'étonner. Le simple fait d'exister à cet endroit était en soi phénoménal. Mais ce qui l'était plus encore, c'est qu'elle n'avait absolument aucun champ gravitationnel. Le verre de vin de Lévin lui échappa des mains et se brisa en 1000 morceaux. « Monsieur le Président !» bredouilla-t-il. « Je demande que l'orateur soit disqualifié sur le champ. Aucune masse ne peut exister sans déformer l'espace qui l'entoure, et donc sans créer un champ gravitationnel. Il vient de se livrer à une affirmation impossible, et il doit par conséquent être disqualifié. » Son visage était devenu rouge sous l'effet de l'indignation. Monsieur Hayes leva une main. « Je demande du temps, Monsieur le Président. L'explication viendra au moment opportun. En la donnant maintenant, je ne ferai que compliquer les choses. M'autorisez-vous à continuer ?» Je considérai la chose un moment, puis dis. « Eu égard à la nature de votre récit, je serai disposé à me montrer indulgent. Le délai que vous demandez vous est accordé, mais souvenez-vous qu'on vous sommera ultérieurement de fournir des éclaircissements, faute de quoi vous aurez perdu. » « D'accord, » dit Ace. « Pour le moment, il vous faudra vous contenter de mon affirmation comme quoi la planète n'avait absolument aucun champ gravitationnel. Sur ce point, le doute n'est pas permis, car j'avais tous les instruments de mesure astronomique nécessaires à bord de mon vaisseau, et bien qu'ils fussent d'une grande sensibilité, ils n'enregistrèrent absolument aucune réaction. Le phénomène fonctionnait dans les deux sens, car la planète n'était pas affectée par la gravité des autres masses. Je me permets de souligner de nouveau le fait qu'elle n'était pas du tout affectée. Je n'avais pas les moyens de m'en assurer à l'époque, mais une observation portant sur plusieurs années devait révéler par la suite que la planète se déplaçait suivant une orbite rectiligne et à une vitesse constante. Comme elle était suffisamment proche du Soleil pour subir son influence, le fait que sa trajectoire n'était ni elliptique ni hyperbolique et qu'elle n'accélérait pas au fur et à mesure qu'elle s'en rapprochait prouve d'une façon formelle qu'elle était totalement indépendante de l'attraction solaire. « Un instant, Hayes !» Sébastien fronça les sourcils et eut un rictus qui fit luire sa prémolaire en or. Qu'est-ce qui maintenait cette merveilleuse planète en un seul bloc? Puisqu'elle n'avait pas de gravité, comment se fait-il qu'elle ne se soit pas désagrégée et éparpillée en milliers de petits fragments? À cause de l'inertie, tout simplement, rétorqua Hayes. Pour qu'elle se désagrège, il aurait fallu l'intervention d'une force quelconque. Une collision avec un autre corps de la même taille aurait peut-être pu provoquer l'éclatement, à supposer, en premier lieu, qu'aucune force propre à la planète ne la maintienne en un bloc. Il soupira et poursuivit. Ce n'est pas tout. La couleur rouge-orange de la planète, et son faible pouvoir réfléchissant, ou albédo, me mirent sur une autre piste, et je découvris avec stupeur que la planète était complètement transparente à toute la gamme des ondes électromagnétiques, depuis les ondes radio jusqu'aux rayons cosmiques. Ce n'est qu'à la partie rouge et orange du spectre lumineux visible qu'elle était relativement opaque, d'où sa couleur. « Et comment expliquez-vous cela ?» demanda Murphy. Hayes se tourna vers moi. « C'est une question qui manque de sérieux, Monsieur le Président. C'est comme si l'on me demandait d'expliquer pourquoi le verre est entièrement transparent à tout ce qui se situe au-dessus et au-dessous de la région des ultraviolets, de sorte que la chaleur, la lumière et les rayons X le traversent, mais qu'il reste opaque à la lumière ultraviolette elle-même. Ce genre de chose est une propriété de la substance elle-même, et doit être accepté en tant que tel, sans explication. » Je donnai un coup de maillet. « La question est déclarée irrecevable. »« Je proteste !» déclara Murphy. « Ace n'a pas bien compris ma question. Rien n'est parfaitement transparent. S'il est assez épais, le verre arrêtera même les rayons cosmiques. Auriez-vous le front de soutenir que la lumière bleue, ou la chaleur par exemple, pourrait traverser une planète entière ? » ?»« Pourquoi pas ?» répondit Ace. « Qu'une transparence parfaite n'existe pas à votre connaissance ne veut pas dire qu'elle n'existe pas du tout. Cela n'est en tout cas stipulé par aucune loi scientifique. Cette planète était parfaitement transparente, sauf à une seule petite région du spectre lumineux. » Mon maillet de président de séance s'abattit de nouveau sur la table. « L'explication est déclarée satisfaisante. Poursuivez, Ace. » Son cigare s'était éteint et il prit le temps de le rallumer. Cela mis à part, la planète possédait toutes les caractéristiques d'une planète normale. Son diamètre se situait peut-être à mi-chemin entre celui de Saturne et celui de Neptune. Des expériences ultérieures révélèrent qu'elle était dotée d'une masse, bien que celle-ci fût très difficile à évaluer en chiffres.
mais elle était certainement de plus du double d'importance que celle de la Terre. Étant dotée d'une masse, elle en possédait les corollaires habituels, que sont l'inertie et la force d'impulsion, mais pas de gravité. La pendule indiquait maintenant 1h35. Hayes suivit mon regard et dit « Oui, il ne nous reste plus que 3/4 d'heure. Je vais tâcher de me dépêcher. » Cette étrange planète m'amena tout naturellement à réfléchir, et, comme, en outre, j'avais déjà élaboré certaines théories concernant les rayons cosmiques et les novas, j'arrivai à une conclusion intéressante. Il prit une profonde inspiration. Imaginez, si vous le pouvez, notre cosmos comme un nuage de superatomes qui... Je vous demande pardon, s'écria Sébastien en se levant. Est-ce que vous avez l'intention de fonder une partie de votre explication sur une analogie entre les étoiles et les atomes? Ou entre les systèmes solaires et les orbites électroniques? Pourquoi cette question? Demanda Hayes d'une voix paisible. Parce que si telle est votre intention, je demande votre disqualification immédiate. La croyance selon laquelle les atomes seraient des systèmes solaires miniatures relève de la même catégorie d'idées que la conception ptolémaïque de l'univers. Cette idée n'a jamais été acceptée par les scientifiques sérieux, même à l'aube de la théorie atomique. J'opinai de la tête. L'intervention est fondée. Une telle analogie ne saurait être admise dans le cadre de votre explication. C'est à mon tour de protester, fit Hayes. Vous vous souviendrez qu'à l'école, lorsqu'en physique ou en chimie élémentaire on vous faisait étudier les propriétés des gaz, on prétendait souvent, pour illustrer une explication, que les molécules de gaz étaient de minuscules boules de billard. Cela veut-il dire que les molécules de gaz sont effectivement des boules de billard? Non, concéda Sébastien. Cela veut seulement dire, fit Hayes, continuant sur sa lancée, que la façon dont fonctionnent les molécules de gaz est comparable, à certains égards, à la façon dont fonctionnent les boules de billard. Par conséquent, on comprend mieux le fonctionnement des uns en étudiant le fonctionnement des autres. J'essaie seulement, pour ma part, de mettre en lumière un phénomène de notre univers d'étoiles, et pour en faciliter la compréhension, je le compare à un phénomène semblable et mieux connu du monde des atomes. Cela ne veut pas dire pour autant que les étoiles sont des macroatomes. Hayes avait vaincu mes réticences. La démonstration ne manque pas d'habileté, dis-je. Vous pouvez poursuivre votre explication, mais si j'estime en ma qualité de président de séance que votre analogie devient fallacieuse, vous serez disqualifié. Soit, dit Hayes. Mais passons un instant, si vous le voulez bien, à un autre problème. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient des premières centrales nucléaires qui furent construites il y a 170 ans, et de la façon dont elles fonctionnaient? Si je ne m'abuse, grommela Levin, elles utilisaient la méthode classique de la fission de l'uranium. On bombardait de l'uranium avec des neutrons lents, et on le décomposait en masurium, en barium, et en rayons gamma et en d'autres neutrons, ce qui avait pour effet de déclencher une réaction en chaîne. Exact. Eh bien, imaginez que l'univers stellaire ressemble à certains égards, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une métaphore, et qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Imaginez donc qu'il ressemble à un corps composé d'atomes d'uranium. Et imaginez que cet univers stellaire soit bombardé de l'extérieur par des objets fonctionnant d'une façon comparable à la façon dont fonctionnent les neutrons à l'échelle atomique. Si un tel superneutron heurtait un soleil, il provoquerait l'explosion de ce soleil et sa décomposition en radiation et en d'autres superneutrons. En d'autres termes, vous auriez une nova. Il nous regarda pour voir si nous trouvions quelque chose à redire. « Et sur quoi vous fondez-vous pour avancer une idée pareille » demanda Levin. « Sur 2 arguments. L'un, qui procède de la logique, l'autre, de l'observation. Tout d'abord, la logique. Les étoiles sont essentiellement le produit d'un équilibre entre matière et énergie. Et pourtant, sans qu'on ait pu dénoter le moindre changement perceptible, spectral ou autre, il leur arrive soudain d'exploser. Qui dit explosion, dit instabilité. Mais où? Pas à l'intérieur de la planète, puisqu'elle a été en équilibre pendant des millions d'années. L'instabilité ne vient pas davantage d'un point situé à l'intérieur de l'univers, puisque les novas se produisent suivant une répartition régulière dans tout l'univers. On en conclut, en procédant par élimination, qu'elle vient d'un point situé en dehors de l'univers. Deuxièmement, l'observation. J'ai vu de mes propres yeux un de ces superneutrons. Murphy dit d'une voix indignée. « Je suppose que vous faites allusion à cette planète que vous avez découverte par hasard. » C'est exact. Dans ce cas, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un superneutron?
Votre théorie ne peut pas vous servir de preuve, parce que vous utilisez le superneutron lui-même pour justifier votre théorie. Les raisonnements en cercle vicieux ne sont pas de mise ici. Je sais, dit Ace avec raideur. Je vais de nouveau avoir recours à la logique. C'est la charge électromagnétique des électrons et des protons qui confère sa forme de cohésion au monde des atomes. Pour le monde des étoiles, cette force de cohésion, c'est la gravité. Ces deux forces ne se ressemblent que d'une façon très générale. Il y a, pour ne citer qu'un exemple, deux types de charges électriques, la charge positive et la charge négative, alors qu'il n'existe qu'un seul type de gravité, et il y a d'innombrables différences mineures. Je crois, cependant, être en droit de faire l'analogie suivante. Un neutron, à l'échelle atomique, est une masse dépourvue de la force de cohésion atomique, c'est-à-dire de charge électrique. Un superneutron, à l'échelle stellaire, devrait être une masse dépourvue de la force de cohésion stellaire, c'est-à-dire de gravité. Par conséquent, si je rencontre un corps sans gravité, il me semble logique d'en conclure qu'il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un superneutron. Vous considérez que c'est là une démarche scientifique rigoureuse? Demanda Sébastien d'une voix sarcastique. Non, concéda Ace, mais elle est logique, ne va à l'encontre d'aucune loi scientifique que je connaisse, et fournit une explication cohérente au phénomène des novas. Cela devrait nous suffire pour le moment. Murphy contemplait ses ongles d'un air absorbé. Et où se dirige exactement votre superneutron? Je vois que vous anticipez, dit Ace d'un air sombre. C'est ce que je me suis demandé à l'époque. À 2h, 9 minutes et 30 secondes cet après-midi, il heurte le soleil de plein fouet. Et 8 minutes plus tard, les radiations provoquées par l'explosion anéantiront la Terre. Pourquoi n'avez-vous pas signalé tout cela aux autorités? Aboya Sébastien. À quoi cela aurait servi? Il n'y a rien à faire. Nous n'avons aucun moyen de contrôler les masses astronomiques. Toute l'énergie disponible sur Terre n'aurait pas suffi à détourner cet énorme corps de sa trajectoire. Il était inutile de chercher le salut dans les limites du système solaire lui-même, car Neptune et Pluton seront transformés en corps gazeux en même temps que les autres planètes de notre système. Et les voyages interstellaires sont encore impossibles à ce jour. Comme l'homme ne peut survivre indépendamment dans l'espace, il est bel et bien condamné. Pourquoi ébruiter tout cela? Que se serait-il passé après que je les eus convaincus que leur arrêt de mort était signé? Suicide? Vague de criminalité, orgie, messie, prêcheurs et tout ce qu'on peut imaginer de plus mauvais ou de plus futile? Et après tout, est-ce si horrible que cela de mourir par nova? C'est instantané et très propre. À 2h17 vous êtes là. À 2h18 vous êtes une masse de gaz raréfié. C'est une mort si rapide et si facile que ce n'est presque pas mourir. Il se tut et il y eut un long silence. Je me sentais mal à l'aise. Il y a mensonge et mensonge. Et le sien avait par trop l'air de ne pas en être un. Ace n'avait pas ce tressaillement imperceptible de la lèvre et cette petite lueur au fond des yeux qui trahissent l'intense satisfaction de celui qui les a bien eus. Il était terriblement, implacablement sérieux. Je pouvais voir que les autres partageaient mon sentiment de malaise. Lévin buvait son vin à grandes gorgées et sa main tremblait. Finalement, Sébastien toussa bruyamment et dit « Cela fait combien de temps que vous avez découvert ce superneutron, et où ?»« Il y a 15 ans, à 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, ou plus. »« Et pendant tout ce temps, il n'a cessé de s'approcher du Soleil. »« Oui, à une vitesse constante de 3 kilomètres à la seconde. »« Parfait, je vous tiens !» Sébastien en riait presque de soulagement. « Comment se fait-il que les astronomes ne l'aient pas repéré pendant tout ce temps ?»« Eh bien, répliqua impatiemment Ace, on voit bien que vous n'êtes pas astronome. Il faudrait être bien ignorant pour chercher une planète dans le pôle céleste sud, alors qu'on n'en trouve que dans l'écliptique. »« Mais, fit remarquer Sébastien, cette région est observée tout de même, on la photographie. »« Bien sûr, pour autant que je sache, le superneutron a pu être photographié 100 fois, 1000 fois si vous voulez, bien que le pôle sud soit la partie la moins surveillée de l'espace. Mais qu'est-ce qui le différencierait d'une étoile ? Avec son faible albédo, il n'a jamais dépassé la magnitude 11 dans l'échelle de luminosité. Après tout, il n'est déjà pas si facile de repérer des planètes en temps normal. Uranus avait été repéré bien des fois avant que Herschel ne s'avise qu'il s'agissait d'une planète. Il a fallu des années pour trouver Pluton alors même qu'on la recherchait. Rappelez-vous aussi que n'ayant pas de gravité, le superneutron ne provoque aucune perturbation planétaire, et
que l'absence de toute perturbation élimine l'indication la plus évidente de sa présence. « Mais au fur et à mesure qu'il approche du Soleil, insista désespérément Sébastien, sa taille apparente devait augmenter, et vu dans un télescope, il devrait se présenter sous la forme d'un disque parfaitement visible. Même si la quantité de lumière qu'il réfléchit est très faible, il devrait cacher les étoiles qui se trouvent derrière lui. » « C'est vrai, » admit Hayes. « Je ne dis pas qu'une étude cartographique systématique de la région polaire n'aurait pas révélé sa présence, mais une telle étude a été faite il y a longtemps, et les recherches superficielles qu'on entreprend dans ce secteur de temps à autre pour trouver des novas, surtout de type spectral, n'ont rien de minutieux. Il convient également de préciser qu'au fur et à mesure que le superneutron s'approche du Soleil, il n'apparaît plus qu'à l'aube et au crépuscule, ce qui rend son observation beaucoup plus difficile. Et c'est ainsi que, de fait, il n'a tout simplement pas été repéré, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre. Il y eut de nouveau un silence, et je m'aperçus que mon cœur battait à se rompre. Il était 2 heures précises, et nous n'avions pas été capables de trouver une faille dans le récit de Haynes. Il nous fallait prouver qu'il mentait, et vite, ou j'allais mourir sous l'effet du seul suspense. Tous nos regards restaient rivés à la pendule. Levin prit le relais de Sébastien et se lança dans la bagarre. « C'est tout de même une drôle de coïncidence que votre superneutron se dirige tout droit vers le Soleil. Du point de vue des probabilités, combien y avait-il de chances pour qu'il passe à côté ? Les chances que votre récit soit une affabulation sont directement proportionnelles au nombre de ces chances, ne l'oubliez pas. » Je m'interposai. « Votre objection n'est pas valable, monsieur Levin. Invoquer l'improbabilité, si grande soit-elle, ne constitue pas un argument suffisant. Seule l'impossibilité totale ou la mise en lumière d'une contradiction interne au récit peuvent entraîner la disqualification. » Mais Haynes fit un signe de la main. « Cela ne fait rien. Laissez-moi répondre tout de même. Si l'on prend un unique superneutron et une unique étoile, les chances que l'un et l'autre se heurtent de plein fouet sont infimes. Mais statistiquement parlant, si vous envoyez un nombre suffisant de superneutrons dans l'univers pendant un laps de temps suffisamment long, toutes les étoiles devraient être touchées tôt ou tard. L'espace doit grouiller de superneutrons. Disons qu'il y en a à peu près 1 pour 1000 parsec cubes, de sorte que malgré les distances considérables qui séparent les étoiles et la relative petitesse des objectifs, 20 novas se produisent tous les ans dans notre seule galaxie. Autrement dit, il y a annuellement 20 collisions entre de superneutrons et des étoiles. Tout de même, que le tout premier superneutron à entrer dans notre système se dirige droit vers le Soleil semble pour le moins... La phrase de Levin se perdit dans un faible balbutiement. « Eh bien, fit Hayes avec une impatience non dissimulée, qui vous a dit que c'était le premier ? Des centaines de superneutrons ont pu traverser notre système en des temps géologiques. 1 ou 2 d'entre eux l'ont peut-être traversé au cours du dernier millénaire. Comment le saurions-nous ? Même lorsque l'un d'eux se dirige directement vers le Soleil, les astronomes ne sont pas capables de le repérer. Peut-être est-ce le premier à traverser notre système solaire depuis l'invention du télescope, et avant cela, bien sûr. Et n'oubliez pas que, n'ayant pas de gravité, ils peuvent traverser le système de part en part sans affecter les planètes. Seule une collision avec le Soleil peut produire un effet, et alors, il est trop tard. » Il jeta un coup d'œil à la pendule. 2h06. Nous devrions pouvoir le voir se détacher sur le Soleil alors qu'il est. Il se leva et alla à la fenêtre relever le store. La lumière crue du Soleil inonda la pièce et je m'écartai du ray de lumière poussiéreux. J'avais la bouche aussi sèche que du parchemin. Murphy s'essuyait le front, mais des gouttelettes de sueur perlaient sur ses joues et sur son cou. Hayes sortit de sa poche plusieurs chutes de pellicules négatives impressionnées et nous les distribua. J'ai tout prévu, comme vous voyez. Il en tint une devant ses yeux et regarda le Soleil. « Le voilà, » dit-il d'une voix placide. Mes calculs montraient qu'il s'interposerait entre le Soleil et la Terre au moment de l'impact. C'est assez pratique. Je regardai le Soleil, moi aussi, et sentis mon sang se figer dans mes veines. Un petit point noir, parfaitement rond, se détachait très distinctement contre le disque éblouissant du Soleil. « Pourquoi ne se vaporise-t-il pas ?» bredouilla Murphy. « Il doit pratiquement être entré dans l'atmosphère solaire. » Je ne crois pas qu'il tentait d'infirmer la théorie de Hayes. Il avait dépassé ce stade. Il essayait très sincèrement de comprendre. « Je vous ai déjà dit, » expliqua Hayes, « qu'il est absolument transparent à presque toutes les radiations solaires. Seules les radiations qu'il absorbe peuvent se transformer en chaleur, et elles ne représentent qu'un très faible pourcentage des radiations qu'il reçoit. De plus, il n'est pas fait de matière ordinaire, mais probablement d'une matière beaucoup plus réfractaire que tout ce qu'on peut trouver sur Terre, et la température de la surface solaire ne dépasse pas 6000 degrés centigrades.
Sans se retourner, il désigna la pendule du pouce. Il est 2h09 minutes et 30 secondes, messieurs. Le superneutron a frappé. Et la mort est en route. Nous avons 8 minutes devant nous. Nous restions pétrifiés sur place, en proie à ce qu'on ne peut appeler qu'une terreur panique. Je me souviens de la voix de Ace, très détachée. À l'heure qu'il est, Mercure n'existe plus. Puis, quelques minutes plus tard, il n'y a plus de Vénus. Puis finalement, plus que 30 secondes, messieurs. Les secondes passèrent, lentement, mais finirent par passer, suivies de 30 autres secondes, puis de 30 autres. Une expression d'intense stupéfaction envahit peu à peu le visage de Ace. Il saisit la pendule et la regarda, puis examina de nouveau le soleil à travers son morceau de pellicule. Il a disparu. Il se tourna vers nous. C'est incroyable! J'y avais pensé, mais je n'avais pas osé pousser trop loin l'analogie avec l'atome. Vous savez que les noyaux atomiques n'explosent pas tous en étant touchés par un neutron. Certains d'entre eux, le cadmium par exemple, les absorbent les uns après les autres comme une éponge absorbe de l'eau. Il fit une nouvelle pause, puis poursuivit d'un air rêveur. Même le bloc d'uranium le plus pur contient des traces de tous les autres éléments. Et dans un univers de plusieurs centaines de milliards d'étoiles, agissant comme de l'uranium, que représente un malheureux million d'étoiles de type cadmium? Rien! Et pourtant, le Soleil est l'une de ces étoiles! Qu'a fait l'humanité pour mériter cela? Il continuait à parler, mais le soulagement avait fini par se propager jusque dans nos cerveaux engourdis, et nous ne l'écoutions plus. D'une façon quasi hystérique, nous élûmes Gilbert Hayes président à perpétuité par acclamation enthousiaste et décernâmes à son récit le titre de plus colossal mensonge jamais raconté. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Hayes s'acquitte très bien de ses fonctions, la société est plus florissante que jamais, mais je crois, tout compte fait, qu'il aurait dû être disqualifié. Son récit remplissait la deuxième condition, il avait toutes les apparences de la vérité. Mais je ne crois pas qu'il remplissait la première condition. Je crois bien que c'était la vérité.